et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il sera la deuxième vidéo d'une série de 6, donc sur les 6 briques de la performance au tennis. Donc la première vidéo, on avait vu le côté technique, donc ici, donc pour la partie corps, et donc aujourd'hui on va voir la partie tactique, donc pour la partie esprit. Donc on avait déjà expliqué que tous ces blocs, toutes ces briques étaient dépendantes les unes des autres. Mais on va les étudier de manière indépendante pour essayer d'un peu de hiérarchiser toutes nos connaissances. Alors, la tactique, on peut partir en fait des notions de guerre, finalement, qui nous dit que l'art de combiner l'action de ses forces et les faiblesses de l'adversaire en vue d'obtenir le maximum d'efficacité au combat. Le moyen qu'on emploie pour résumer, c'est les moyens qu'on emploie pour réussir. Donc, et tout ça, on peut en fait le transposer complètement au tennis. Donc, ce qui sera évidemment un petit peu plus adapté donc à ce sport. Donc là, ce sont les principes généraux pour la conduite d'un échange et d'un point. Autrement dit, c'est le coup joué, donc avec une intention précise, donc selon 3 termes, donc la vitesse, l'effet, la précision. Donc pour exploiter ces forces et donc faire en sorte qu'elles vont être le plus efficaces possible et qu'elles vont faire mal à l'adversaire et minimiser ses faiblesses. C'est-à-dire faire en sorte de les cacher un petit peu et en tout cas de faire en sorte qu'elles ne soient pas des points trop faibles et que ce soit relativement maîtrisé et pour éviter de donner des solutions à l'adversaire. Donc finalement, si on résume, c'est simplement un coup, quand vous allez le frapper, il faudra avoir une intention, c'est-à-dire vouloir faire quelque chose avec. C'est pas le tout d'avoir un beau geste, d'avoir une belle technique, magnifique. S'il n'y a pas une envie de faire quelque chose de la balle, ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut arriver à avoir un minimum de réflexion sur son jeu, dans le but de gagner. Si on cherche la performance, c'est effectivement de rehausser son niveau et peut-être de gagner, mais bon, ça dépend de l'adversaire, mais en tout cas rehausser son niveau. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un travail sur soi, donc à l'aide de statistiques personnelles. Alors pas forcément en tenant des papiers, des comptes à jour avec calcul de pourcentage, bien que ça permet d'avoir un petit peu de recul, mais au moins d'arriver à faire des petites statistiques propres, donc de manière intrinsèque et en direct en fait pendant qu'on joue, c'est-à-dire que savoir quels sont les styles de jeu ou les séquences de jeu ou les séquences de points qui nous sont favorables, celles qui sont défavorables à l'adversaire, et donc d'avoir un rapport force-faiblesse donc entre le joueur et l'adversaire qui soit à notre avantage. En fait, ce qui est bien avec le tennis, c'est que vraiment on peut avoir des solutions à tous les problèmes et que on peut en fait jouer des personnes complètement opposées, un grand, un petit, un rapide, un lent, un très technique, un moins technique. Enfin, tout le monde pourra trouver une solution à un moment ou à un autre grâce à la tactique. Donc, il est évident que la technique, par contre, est un frein et limitateur. Et c'est pour ça que quand on observe un joueur, il faudra, ou qu'on l'entraîne, ou un joueur qui veut progresser, il faudra qu'il parte d'une observation de la tactique pour ensuite trouver des solutions, donc éventuellement tactiques ou aussi techniques, puisque plus on a de possibilités techniques, plus on aura de possibilités tactiques également. Et donc revenir à la tactique pour voir s'il y a une efficacité qui est accrue, si l'exploitation de nos forces finalement est meilleure et si le pointage sur les faiblesses des adversaires aussi est efficace. Donc c'est bien la technique qui doit être au service de la tactique, mais il n'empêche que c'est grâce à la tactique qu'on va aussi essayer d'améliorer sa technique, puisqu'on va essayer de trouver des solutions. Alors, donc la tactique n'est pas à confondre avec la stratégie. La stratégie, c'est un plan d'avant-match dont la tactique est une mise en application sur le terrain. Donc ce qui veut dire que en fait c'est un plan de match, c'est-à-dire qu'on va avoir une envie de jouer d'une certaine manière, mais il va y avoir plusieurs applications, plusieurs tactiques possibles. Par exemple, si j'ai envie d'agresser mon adversaire, je peux le faire différemment. Je peux le faire soit par des services et retours volés systématiques, je peux le faire soit par une prise de balle tôt pour lui enlever du temps de replacement et du temps de réaction, soit par des montées au filet qui vont être fréquentes dès que possible.
Ça va être monté avec que des chops bas parce que c'est un grand, il a du mal à plier les jambes. Enfin, donc, vous voyez, agresser, mon plan de match, si c'est agresser l'adversaire, va se mettre en application de différentes manières. Et donc, ce qui fait qu'une bonne stratégie, c'est-à-dire la bonne solution générale, elle n'est pas forcément suivie d'une bonne tactique par la suite. Donc du coup j'ai essayé de lister des stratégies donc par ordre de risque décroissant, de la plus risquée à la moins risquée, en sachant que c'est un petit peu relatif parce que forcément si on a une stratégie en tête c'est que c'est celle qui est la plus efficace pour nous. Mais donc j'ai listé ça par rapport à la prise de risque au niveau des frappes. Donc vous avez l'attaque de filet, c'est-à-dire l'attaque avec montée au filet en fait, et à côté j'ai mis le pendant en face qui est le passing lob, c'est-à-dire c'est la réponse en fait à l'attaque de filet qui est donc le passing ou le lob. Ensuite vous avez l'attaque de fond de cours, donc avec son pendant qui est la contre-attaque. Après offensive, donc c'est une prise de risque un petit peu moindre par rapport à l'attaque de fond de cours. Donc c'est vouloir mettre un peu la pression mais sans vouloir forcément terminer le point sur le coup qu'on réalise. Donc ensuite vous avez les coups neutres, donc ce qu'on appelle d'attente, et ensuite les coups de défense, donc la stratégie défensive. Donc par rapport à toutes ces stratégies, après il y a des applications donc tactiques pour chacune qui vont être assez nombreuses. Ensuite, donc pour le service, donc quelques stratégies aussi que j'ai listées, donc également de la plus risquée à la moins risquée. Donc vous avez le service avec le lace avec le service gagnant. Donc évidemment, avant de faire un service, on ne sait pas si on va faire un ace. Donc en fait, le lace et service gagnant, c'est que la prise de risque est importante. On va jouer fort et près des lignes. Ensuite, vous avez le service volé en fait, où on va peut-être moins prendre de risque le service parce qu'on va vouloir enchaîner et donc à la volée derrière, même si on peut tenter le service volé avec un service gagnant évidemment. Vous avez ensuite le service offensif, donc on va chercher quand même un pourcentage de réussite assez élevé, mais avec dans l'idée de pouvoir faire mal à l'adversaire. Et à la fin le service assuré, donc il peut être, c'est pas forcément que en seconde balle, ça peut être également en première balle. Si on fait un service après un point qui était très fatigant, ou alors si on a le soleil qui est mal placé et donc on veut éviter de servir deux fois, donc on va assurer le premier service pour éviter d'être ébloui une deuxième fois. Donc en tout cas, pour quelle que soit la stratégie, vous avez quelques principes de base. Donc en fait, ça s'établit avant. Donc le match, c'est un plan d'avant-match en fait, comme il est écrit au-dessus. Il va être adaptable parce que selon la réussite, on peut pas deviner que notre stratégie va pas forcément être très efficace avant de réaliser donc le match. En plus, si on connaît pas notre adversaire, on ne pourra pas se baser sur une stratégie adaptée à l'adversaire, mais forcément une stratégie qui va tenir compte plus de nos capacités. Et donc il va falloir faire évoluer notre stratégie en fonction de la meilleure connaissance de notre adversaire, façon dont il réagit. Si ça marche, ça doit être stable. Donc comme on dit, une tactique, il faut continuer une tactique qui marche, mais en fait une stratégie pour avoir plusieurs tactiques qui l'adaptent. Donc ça veut dire que c'est plutôt la stratégie qui va être plutôt maintenue, stable si elle marche, et on va pouvoir la faire évoluer avec des tactiques un petit peu différentes, mais rester dans le même style de stratégie. Ensuite, il faut essayer de l'imposer, c'est un rapport de force avec l'adversaire. Lui, il va vouloir imposer son jeu, comme on dit, vous avez à le faire aussi. Donc imposer votre stratégie pour la mettre en place et donc augmenter le pourcentage de réussite. Et surtout, il y a une incidence en fait psychique qui est le fait d'avoir un fil conducteur. Donc savoir ce qu'on doit faire avant le point, ça évite de cogiter un petit peu trop avant, et puis d'avoir des doutes qui s'installent. Et donc ça, finalement, une stratégie va avoir une incidence psychique, ce qui fait qu'on rejoint ce qu'on disait dans la première vidéo, c'est que toutes les briques vont s'alimenter les unes les autres. Alors, la tactique, il faut savoir qu'en fait qu'elle va être limitée en fonction de pas mal de paramètres. Donc la morphologie déjà, évidemment on va pas demander à quelqu'un qui fait 1m50 de faire du service volé à tout va. Comme on va pas demander non plus à quelqu'un qui fait 2 mètres de courir le long du grillage, de faire que la défense. On va essayer d'adapter une stratégie qui sera plus efficace en fonction de sa morphologie.
Vous avez le physique, soit donc l'état physique, simplement si vous entamez votre 3e, 4e match de tournoi, vous n'êtes pas dans le même état physique, vous allez devoir peut-être raccourcir un petit peu les points, monter un petit peu plus souvent au filet, prendre la balle plus tôt pour courir de moins grande longueur en fait. Et donc surtout aussi nos capacités physiques, donc qui sont innées ou acquises, évidemment. Donc on va se retrouver dans une filière de jeu qui va nous correspondre par rapport à nos capacités physiques. La technique, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc qui va forcément limiter la tactique dans le sens où on va avoir moins de réponses possibles, on va avoir moins de précision, on va avoir moins de vitesse à cause de cette technique qui est peut-être déficiente, et donc forcément les choix tactiques, les intentions à chaque frappe vont être forcément limitées. Vous avez la réflexion de jeu, c'est-à-dire l'expérience, donc selon qu'on est un vieux roublard ou pas, on va pouvoir réfléchir à différentes possibilités, on va pouvoir aussi avoir côté plus ou moins renard, donc ce qui fait qu'on va pouvoir plus facilement pointer sur les coups faibles de l'adversaire. Donc vous avez des gens comme ça qui, selon s'ils ont fait d'autres sports aussi, qui ont une grande expérience, ont une plus grande capacité donc à pouvoir mettre en place une intention à chaque frappe et donc mettre en place une stratégie une tactique qui va correspondre à une stratégie qu'ils ont réfléchi. Vous avez la motivation parce que forcément selon votre envie, vous n'allez pas faire les mêmes choses, vous n'allez pas avoir envie de vous arracher de la même manière sur les points, donc du coup vous allez pouvoir peut-être si vous êtes un peu fatigué ou vous allez pouvoir avoir envie de raccourcir les points éventuellement. Donc la motivation va avoir une incidence sur la tactique et également les objectifs, selon ce qu'on veut faire. Si on est dans un match de préparation, donc du coup on va chercher à pouvoir renforcer des points personnels qui nous tiennent à cœur parce qu'on a des objectifs à plus long terme sur des tournois majeurs ou des championnats importants pour nous, donc on va être en phase de préparation et donc on va forcément ne pas adapter la même tactique dans ce cas d'un match de préparation ou d'un match final en fait. Et du coup le tacticien, donc ça va être une personne spécialiste de la tactique. Bon, je vous apprends pas grand chose là. Le bon tacticien pose des problèmes à l'adversaire en neutralisant ses points forts et en exploitant ses points faibles de l'adversaire. Donc il se crée des situations favorables en cachant ses points faibles, donc à l'inverse, et en développant ses points forts. Donc c'est le rapport de force qu'il y a, donc pas forcément un rapport de force physique, c'est un rapport de force tactique où on va avoir donc comme un jeu d'échecs finalement sur le terrain, où ça va être une bagarre, un effet de balancier de vase communicant justement entre les deux adversaires. Donc ce qui fait que c'est pour ça que quand un joueur joue mieux ou donc adopte une tactique plus grande, l'autre va baisser un petit peu son niveau. Donc c'est un peu le système des vases communicants. Alors donc la tactique, c'est vraiment l'intention de faire quelque chose avec la balle, de viser quelque chose, et donc du coup on pense souvent donc aux cibles horizontales, donc ce qui est absolument pas faux, effectivement. Donc on va avoir une intention de mettre la balle à un certain endroit, avec une certaine trajectoire, une certaine vitesse, donc une certaine précision. Et là je voulais simplement parler présenter ce graphique-là, où vous avez en fait dans l'axe, on va commencer l'axe horizontal ici. Donc la taille de la cible. Juste passer le filet jusqu'à toucher une balle par terre ou un plot, enfin une toute petite cible. Donc plus on va vers la droite, plus la cible est petite. Et forcément, elle est plus difficile à atteindre. Donc ça, c'est vraiment purement l'intention. L'intention de frappe, ce qu'on a vraiment envie de viser. Ensuite, vous avez ici la situation dans laquelle l'adversaire. Donc, s'il est juste sur un envoi sans déplacement, donc on fait ça souvent en initiation, c'est bon engagement à la cuillère, ce qu'on appelle, et jusqu'au plus dur, l'échange rapide avec déplacement. Donc là, forcément, quand on va monter ici, voilà, au bout de cet axe-là, on va avoir la difficulté qui va augmenter. On est dans une situation qui est de plus en plus difficile, et donc la difficulté va augmenter. Et donc on retrouve deux choses que j'avais fait j'avais expliqué dans un article sur la tactique, pour expliquer la tactique à un enfant de 5 ans, c'était la situation ici, qui est petite en partant d'en bas ou grosse, et l'intention ici, qui est petite, parce que la cible est grande justement, a une intention qui est grande, parce que la cible est petite.
et là vous avez la hauteur des blocs, ça va correspondre à la difficulté. Donc ça va être un jeu en fait de balancier, un jeu de composition entre l'intention et la situation, qui combiné va donner la difficulté, donc qui va être plus ou moins grande. Plus on va vers la droite et vers le bout de cet axe-là, et plus finalement on va se retrouver avec une situation difficile. Toucher un petit plot avec un échange rapide, avec un grand déplacement, donc ça va être compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut être capable très vite de juger de la situation et d'adapter finalement la cible qu'on veut viser. Donc vous avez aussi en cible horizontale la géométrie évolutive, c'est ce que j'avais expliqué déjà dans une vidéo, où vous avez en fait le terrain, donc c'est juste les lignes blanches, mais qui va être décomposé, qui va être vu par le joueur. Alors vous êtes ici à gauche et votre adversaire il est ici, donc vous allez viser la partie droite, et forcément, donc on va en fait avoir des quadrillages imaginaires qui vont correspondre à des cibles particulières. Donc là c'est ce que j'appelle la zone de sécurité. Donc si on est au niveau numéro 1 ici, donc c'est-à-dire plutôt les débutants, on va avoir une grosse zone de sécurité, et ils vont avoir envie de viser vraiment juste au milieu, là, juste de remettre la balle. Donc on peut avoir deux cibles en profondeur, pour ce qui est balles courtes et balles dites longues, même si elles ne sont pas très longues, parce qu'on a fait un débutant. Donc on a juste envie de viser une grosse zone au milieu, et ce que j'appelle C, c'est la zone du couloir. Si on progresse donc en niveau 2, géographie, donc ou géométrie en tout cas complète du terrain, donc niveau 2, donc vous allez avoir, au fur et à mesure que le niveau monte, vous allez avoir des zones de sécurité qui vont se diminuer en taille, et vous avez d'autres zones qui vont apparaître. Donc là on va avoir zone médiane et zone du fond, on va être un peu plus capable de différencier, toujours la zone courte, et aussi en largeur, zone du milieu, ici M, et zone excentrée que j'appelle E. Alors G pour gauche, parce que comme vous êtes ici, donc vous allez viser à gauche, par là. Et là, si vous visez là, vous allez viser à droite, donc ce sera la zone ED, excentrée de droite. Qu'on augmente encore en niveau, on va avoir un découpage en profondeur qui va avoir 4 zones, et du coup en largeur on va aussi avoir donc un découpage supplémentaire avec une zone intermédiaire. C'est une zone où on va jouer de manière à peu près neutre, sans prendre trop de risques, et vous avez la zone extérieure avec un peu plus de risques, et la zone du milieu où ça va être sur le joueur. Zone géométrie donc complète du terrain numéro 4, ici, donc où on se retrouve en fait avec la même chose, sauf que la zone excentrée elle est un petit peu plus petite, on est un peu plus capable, les zones de sécurité sont encore plus petites, on peut prendre de plus en plus de risques, se rapprocher encore plus des lignes. Ensuite vous avez les cibles donc verticales en fait, cibles verticales on n'en parle pas souvent, et notamment la hauteur du passage au filet. J'avais fait un article également sur mon blog là-dessus, il suffisait de reporter en fait la hauteur du filet, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, et donc plus on joue vite, plus il faut jouer bas en fait. Donc si on joue rapidement, ce sera sur cette zone ici, si on joue moyennement ici, et si on joue très lentement ici. Si on fait un lob, c'est encore plus haut. Et donc c'est adapter la vitesse avec, adapter la hauteur avec soit la vitesse, soit la longueur à laquelle on veut jouer. Si on veut jouer court, il va falloir jouer lentement et bas. Ensuite, vous avez la largeur de passage du filet, parce que effectivement, si vous êtes excentré ici, si vous voulez jouer croisé, en fait, vous avez un repère, ça va être le passage au milieu. C'est simplement utiliser une diagonale d'un rectangle. Si vous voulez jouer un passing court croisé, il va falloir jouer à gauche de la bande du milieu pour pouvoir jouer ici. Donc vous avez en fait, et en plus il faudra jouer bas, puisqu'il faudra jouer relativement court, faire descendre la balle assez vite après passage du filet. Donc vous avez en fait la composante hauteur et la composante largeur par rapport au filet qui va intervenir. Également hauteur du rebond, donc cette fois-ci après le rebond, parce que on va essayer de viser différentes zones, différentes hauteurs par rapport à notre adversaire. Et donc notre adversaire, on pourrait le découper ici, j'avais fait un article également, où on va avoir un petit quadrillage et on va pouvoir sélectionner différentes zones qui vont correspondre aux points de faiblesse de l'adversaire. Donc certains adversaires n'aiment pas qu'on joue au milieu, donc il faudra essayer de privilégier. Certains adversaires n'aiment pas qu'on joue par exemple en bas ici sur son côté gauche, parce que si c'est donc pour Nadal ici, ce serait peut-être ici côté droit, son côté droit à lui, est bas, pour obliger à faire des chops.
Ou alors d'autres joueurs n'aiment pas des balles hautes, donc on va essayer de faire rebondir la balle très haute pour les gêner, les jouer au-dessus de l'épaule. Donc on a une zone basse ici numéro 1 sous le genou, zone 2 entre le genou et l'épaule, zone 3 au-dessus de l'épaule et zone 4 donc au-dessus de la tête. Donc c'est un petit cadrage que vous pouvez vous faire au changement de côté pour essayer d'estimer quelles sont les zones préférables. Vous avez les zones de malaise sur notre terrain cette fois-ci, donc on va s'occuper de son terrain, parce que il y a des endroits où on n'aime pas y être, parce que ça ne correspond pas à notre stratégie. Si par exemple vous aimez bien défendre et être derrière votre ligne de fond de cours, vous allez peu apprécier de monter au niveau des carrés de service. Donc votre course à l'avant va être difficile, vous n'aimez pas ça, donc votre adversaire va peut-être essayer de vous y amener. Donc il va vous amener dans votre zone de malaise. Et donc ça veut dire que pour vous, dans l'autre sens, vous allez essayer aussi de trouver la zone de malaise de votre adversaire. Donc savoir, au fur et à mesure des points et des jeux, savoir quels sont les endroits qu'il n'apprécie pas. Parce que aussi, on peut retrouver son coup faible. Donc ça rejoint ici l'étude de la cible verticale de l'adversaire. Donc savoir quelle hauteur il n'aime pas, sur quelle largeur, quel côté, et donc chercher son coup faible. Ensuite, vous avez la tactique qui va dépendre aussi des conditions météo. Donc là, je vais prendre l'exemple que du vent. Donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose, j'imagine. Mais lorsque vous avez le vent qui vient de face, les balles sont raccourcies. Donc ça veut dire qu'il faudra pousser un petit peu plus pour compenser. Quand on a le vent dans le dos, donc les balles sont allongées. Donc on va essayer d'éviter de lever les balles parce que sinon elles vont partir encore plus loin. Il faudra plutôt mettre un peu de livre pour faire redescendre. Ou alors on peut utiliser en fait le chop parce qu'on sait que la balle va être portée. Donc si on a l'habitude de faire des chops un peu trop courts, on sait qu'ils vont être assez longs et donc de toute façon gênants pour l'adversaire. Et puis ensuite, lorsque on a donc des trajectoires qui sont en biais, ici comme ici, donc lorsqu'on va avoir le vent dans le dos, elles vont revenir vers le centre en fait. Par contre, lorsqu'on a le vent de face, elles vont être excentrées. Donc ça veut dire qu'il va falloir donc viser un petit peu autrement, prendre un peu plus de risques en latéral ici dans cette première situation. Par contre, faire attention d'avoir une zone de sécurité quand on a le vent de face. Par contre, ça pourrait être efficace pour faire un passing croisé, éventuellement. Lorsqu'on a le vent de face aussi, si on veut passer son adversaire, il sera peut-être préférable en fait de jouer le long de la ligne parce que la balle elle va plonger, elle va se retrouver dans les pieds de l'adversaire et sera toujours plus gênante. Donc également en latéral, donc le vent quand il vient de gauche, la balle est poussée vers la droite, donc là pour faire un passing croisé, ça donnera une sécurité. Par contre, il y a le risque de revenir trop au milieu sur le volleyeur. Et aussi, donc si vous jouez au milieu, vous allez avoir un décalage, donc forcément, donc ça veut dire qu'il faudra faire attention de ne pas trop jouer sur le côté, d'avoir une zone de sécurité suffisamment grande pour ne pas se faire piéger par le vent. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas jouer avec le vent, mais quand on commence un peu à le maîtriser, c'est assez agréable et donc on peut prendre un ascendant tactique important et voire même psychologique du coup par la suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée concernant la tactique. Donc il nous restera donc 4 rubriques à voir par la suite, donc notamment le physique, le psychique et les 2 autres. Allez, salut! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite de visiter mon blog pour voir de nombreux articles et récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt. Break it down, break, 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 and